3, 2, 1, c'est parti. Donc bienvenue sur ma chaîne Main Cave Seconde Guerre mondiale. Donc sur cette chaîne, je vais vous présenter tout ce que je possède dans ma collection de Première et Seconde Guerre mondiale. Donc je suis français expatrié aux États-Unis. Je vis au nord-est des États-Unis. Donc c'est pour cela que toutes les armes que vous verrez sur cette chaîne, je les possède légalement. Et toutes ces armes sont actives. Donc, j'ai tiré avec la plupart de ces armes aussi. Donc, quoi de mieux pour commencer une chaîne YouTube que, surtout une chaîne YouTube sur la Seconde Guerre mondiale, que le M140, ce fusil emblématique de la Seconde Guerre. Donc, le M140 devant vous est mon M140 personnel. Donc, il a le petit sigle US sur le dessus pour montrer qu'il a bien été en service dans l'armée américaine. Cet exemplaire devant vous est daté de 1942. Donc je possède ce fusil, des munitions, des clips, les fameux clips. Donc ce ne sont pas des munitions de rechargement, ce sont des munitions de surplus de l'armée américaine. Je possède 3 grenades d'entraînement. Qu'est-ce qui est manquant sur ce fusil? Sa baïonnette et l'embout à mettre au bout de ce fusil justement pour tirer ces fameuses grenades. Donc c'est des choses, les baïonnettes j'en vois régulièrement, mais c'est vrai que j'ai pas encore fait l'investissement. Par contre pour ce qui est de l'embout pour tirer les grenades, j'en ai vu très peu, et quand j'en ai vu ils étaient plutôt chers, donc pour l'instant j'ai pas sauté le pas. Donc je vais commencer par vous donner des infos générales sur le M140. Donc pays d'origine du M140, États-Unis. Le créateur John Garand, c'est un fusil de type semi-automatique, calibre 30-06 ou 7,62 par 63 si vous préférez. Les deux fabricants principaux du M1 Garand sont Springfield et Winchester. Celui devant vous a été fabriqué par Springfield. Le poids total de cette arme chargée est de 4,9 kg. La longueur totale de ce fusil est de 1,09 m. La longueur du canon sur ce modèle-là est de 61 cm. La capacité maximum de munitions dans ce fusil est de 8 cartouches, ce qui était plutôt pas mal pour l'époque. La portée pratique de ce fusil est de 400 mètres et sa capacité de coups par minute est de 30 coups par minute. Donc le M140 est le premier fusil semi-automatique de l'armée américaine. À son entrée en service en 1936, il a remplacé le Springfield en 1903. John Garand avait commencé le développement du M1 dans les années 20, mais le M1 a été breveté en 1934. Puis il est rentré en service dans l'armée américaine en 1936. Au total, il a été produit à peu près 5,5 millions d'exemplaires du M1 Garand, donc principalement par Springfield et Winchester, mais aussi en Italie par Breda et Beretta en après-guerre pour les forces de l'OTAN. Donc sur les 5,5 millions, plus de 4 millions ont été produits de 1934, donc juste après le brevet, à 1940. La production du M1 a pris fin en 1957 pour laisser sa place au M14. La durée de service du M1 Garand dans l'armée américaine fut de 1936 à 1958, donc 22 ans de service, ce qui est plutôt pas mal pour un fusil. Le coût de production d'un M1 Garand pendant la Seconde Guerre mondiale était environ de 85 $ l'unité. Donc l'euro et le dollar au jour d'aujourd'hui, c'est équivalent. Donc il faut se dire que pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque fusil sorti coûtait à peu près 85 €. Si on mettait à valeur équivalente de notre époque, ça représenterait 1330 $, donc 1330 € par fusil. La valeur actuelle d'un M1 Garand aux États-Unis, parce que je suis aux États-Unis à l'heure actuelle, que ce soit dans une bourse aux armes, donc un gun show, un gun store, donc une armerie, ou une auction, une vente aux enchères, va varier de 1800 à 6000 $. Moi, pour ma part, je l'ai acheté il y a quelques années, donc je l'ai payé un peu moins cher que ça, donc je suis très satisfait parce que les prix ne font que grimper. Il y a quelques variants qui existent du M1 Garand.
Donc il y a le M140, on va dire classique, celui qui est devant vous, celui le plus facile à trouver, le plus courant, le plus connu. Vous allez avoir le M1C, donc le M1C c'est la version sniper. Donc c'est le M1 équipé en fait d'une lunette M84. Vous allez avoir le M1D qui est une autre version sniper, donc toujours avec la lunette M84, mais à l'avant du M1 vous allez trouver ce qu'on va appeler en anglais un flash hider, donc vous en français vous allez appeler ça un frein de bouche, ce qui permettait d'améliorer la stabilité de l'arme entre les tirs. Donc voilà. Et la troisième version en fait, qui est peu connue en Europe parce que on n'en a pas eu sur le front européen pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est le M1E5. Le M1E5, c'est ce qu'on va appeler aux États-Unis la version tanker. Donc la grande différence entre le M1 classique et la version tanker, c'est la longueur de son canon. Donc la longueur du canon à l'heure actuelle ici est de 610 mm, alors que sur un tanker, vous allez être sur un canon de 457 mm, donc on va dire allez, 46 cm. Et en fait, pourquoi c'est très difficile d'en trouver daté pendant la Seconde Guerre mondiale? Tout simplement parce que la version tanker est entrée en service en janvier 1944, donc vers la fin de la guerre. Et dès son entrée en service, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été essentiellement distribué aux troupes qui se situaient sur le front Pacifique. Donc c'est pour ça qu'en Europe, on en a très peu entendu parler. Mais il faut savoir que de temps en temps, par exemple aux US, on trouve beaucoup de tankers d'après-guerre. Mais de temps en temps, on a quelques pièces datées de 44 et 45. Et alors là, vous êtes sur des fusils qui peuvent aller... qui peuvent s'envoler jusqu'à 10 000 $. C'est parce qu'il y a très peu on trouve très peu de tankers entre 44 et 45. Quoi. Donc voilà, ça c'était tout ce que je voulais partager avec vous au niveau des infos générales sur le M140. Donc encore une fois, ma chaîne est portée sur ma collection, sur mes connaissances. Ce n'est pas une chaîne dédiée aux armes à feu. Si vous voulez plus d'informations spécifiques sur l'arme à feu, je vous invite à aller sur d'autres chaînes françaises. Il y a de très bonnes chaînes, il y a de très bons youtubeurs français au point de vue des armes à feu. Moi, je vais juste vous donner un peu d'infos générales et tout sur chacune de mes armes à feu. Actuellement, on est au mois de décembre, il fait froid, donc je vais attendre qu'on soit au printemps-été. Et au printemps-été, je ferai une série de vidéos avec certaines de mes armes à feu au stand de tir, si ça vous intéresse. Faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc voilà. Après, je vais m'amuser à faire quelque chose en fait sur chaque vidéo, sur chaque fusil ou enfin arme à feu en général que je vous présenterai ou objet, c'est leur donner une note sur 10. Alors, les 10 points, je vais vous les énoncer et je vais vous les noter et je vous donnerai la note finale du M140. Le premier point, c'est est-ce que le M140 est un bon investissement? Je veux dire au niveau de sa valeur. Oui. Alors le M140 pour moi est un excellent investissement. Pourquoi? Parce que depuis que j'ai commencé ma collection, donc ça fait 10 ans que je suis aux États-Unis, j'ai commencé à collecter il y a 8 ans, le prix du M140 n'a fait que monter. C'est-à-dire que tous les ans, ça prend de la valeur. Donc c'est un bon investissement. C'est une pièce à mettre dans notre collection qui ne fera que prendre de la valeur. Donc ça, premier point. Le deuxième point, le côté collectable. Est-ce que ce fusil a une place importante pour un collecteur de la Seconde Guerre mondiale? Pour moi, honnêtement, oui, parce que, encore une fois, le M1 est pour moi une des armes les plus connues de quiconque, sans parler de quelqu'un qui est passionné par cette période de l'histoire, mais c'est une arme très connue, c'est un nom très connu, que ce soit dans les films, les jeux vidéo, les séries, les livres d'histoire. On voit régulièrement, on entend parler régulièrement du M140. Donc, deuxième point. Troisième point, l'accessibilité. Est-ce que c'est facile de se procurer ce type de fusil? Alors oui, pour la simple et bonne raison, comme je vous ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que de 1934 à 1940, il y en a eu 4 millions de produits. Donc vous allez me dire, oui, en France c'est un peu plus compliqué et tout, par rapport aux régulations, la détention, ceci, cela et tout.
c'est pas le point que je cible. Le point que je cible, c'est en tant que collecteur, est-ce que cette arme-là est facile à trouver? Oui, il y en a eu énormément. Donc c'est une arme, pour moi, qui est facile à trouver. Après, à posséder, c'est une autre chose. Mais c'est une arme facile à trouver. Et je sais qu'en France, vous pouvez avoir accès à des reproductions ou choses comme ça, ou une version démilitarisée. Mais c'est une arme facile à trouver. Donc ça, c'était son troisième point, et le point est accordé. L'état général. Donc l'état général, à chaque fois que j'ai vu des M1 Garand en vente, comme c'est un fusil qui a été relativement bien construit, relativement solide, on le trouve vraiment généralement en bon état. À vous donner un autre fusil en type de comparaison où c'est compliqué d'en avoir en bon état, je vais penser au Arizaka japonais. Surtout les last dish, les choses comme ça et tout. Avoir un Arizaka japonais, par exemple dans un état comparable à celui de mon M1 devant vous, c'est plutôt compliqué. Vous allez trouver beaucoup d'Arizaka ou de choses comme ça, mais en bon état, c'est plutôt compliqué. Alors que les M1, généralement, l'état est plus que convenable, voire vraiment en bon état, quoi. Donc ça, il y a le point aussi. Donc quatrième point. Le cinquième point, le pays d'origine. Je veux dire, est-ce que c'est un plus son pays d'origine? Donc pour moi, c'est un plus parce que l'armée américaine, les États-Unis, est une nation importante pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc c'est un plus pour moi de posséder une arme américaine dans ma collection que par exemple une arme hongroise. J'en ai des armes hongroises, c'est pas la question. Mais si je pouvais, si j'avais la possibilité que de posséder, on va dire 3 ou 4 fusils dans ma collection, le fait d'en avoir une américaine, pour moi c'est un plus, donc c'est un point. Donc voilà, on est déjà au cinquième point. Les 5 autres points vont être plus sur le fusil en lui-même. Donc sa fiabilité. Est-ce que le M1 Garand est un fusil fiable? Il a ses petites faiblesses, comme toutes les armes, c'est-à-dire que comme il est relativement... et il a une grande ouverture sur le dessus pour pouvoir mettre les clips, l'éjection et tout, c'est un fusil qui peut être sensible au sable, à la boue, choses comme ça. Mais dans un aspect général, on va dire, pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est un fusil fiable. Par exemple, pour moi, une arme qui n'était pas fiable pendant la Seconde Guerre mondiale, pour faire un exemple simple, la Sten. J'adore la Sten, la Sten anglaise, mais c'était pas fiable. Le M1 Garand, c'est une arme fiable, de mon point de vue. Son calibre. Alors, son calibre, pour moi, le 30-06 est un super calibre, et c'est un calibre, pour moi, aux États-Unis, qui est facile à trouver. Donc, c'est un point supplémentaire. La distance effective. Alors, c'est donné pour 400 mètres. Moi, mon stand de tir, j'ai une range, donc en français, une ligne de tir à 200 mètres maximum. Sans problème. Enfin, pour moi, c'est un fusil qui a une bonne distance de tir, c'est un bon fusil, c'est un fusil qui est plutôt précis. Alors bien sûr, on va pas faire un groupement qui tient dans une pièce, mais pour cette époque-là, c'est un fusil qui a une bonne distance effective. La prise en main et le confort. Alors bien sûr, il ne faut pas comparer avec les armes d'aujourd'hui, hein, parce que je suis tireur sportif, donc je tire aussi avec des AR, des calages, enfin, des armes modernes. Mais pour cette arme de l'époque, on va pas se mentir, ça boite, hein. Je veux dire, à la fin de la journée, vous sentez l'épaule et tout. Mais la prise en main, le confort, c'est un peu lourd, je le reconnais. C'est un fusil qui est un peu lourd. J'imagine ce que devaient ressentir les soldats américains à porter ce fusil pendant la Seconde Guerre, des journées entières. À la fin de la journée, il devait quand même, enfin, ça devait être quand même quelque chose de dur. Mais c'est un fusil qui est agréable. C'est une bonne prise en main, c'est un fusil qui est agréable à épauler, qui est agréable à tirer. Donc un point supplémentaire. Sa précision. Moi, de ce que j'en ai vu quand j'ai tiré avec, j'ai tiré à 50, 100 et 200 mètres. Je mets des cibles généralement de silhouette humaine. Généralement tout est dedans. Alors encore une fois, hein, c'est ce que je vous dis, quand je tire, moi je tire pas avec un trépied, je tire justement en position assise, debout, posé sur des sacs de sable. Donc je cherche pas à faire des groupements dans une pièce de monnaie. Je cherche à toucher la cible et la précision est plutôt bonne.
Je suis plutôt satisfait de ce fusil. C'est un fusil avec lequel j'aurais pu, enfin si j'avais vécu à cette époque-là, j'aurais aimé avoir pour partir à la guerre. Contrairement à d'autres fusils qu'on verra plus tard sur la chaîne où j'aurais préféré avoir autre chose. Mais voilà, enfin, je vous fais part de mon ressenti et de mon expérience. Le M1 Garand pour moi c'est un 10 sur 10. C'est vraiment un super fusil. C'est une pièce emblématique, c'est une pièce à avoir dans notre collection quand on est collecteur de cette guerre. Et enfin, voilà, c'est un des objets, une des armes à feu, je pense, à posséder quand on fait une collection de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc là, comme on est lancé sur les fusils américains, on va faire une petite série des fusils américains que je possède. Donc au total, un fusil US à l'heure actuelle, j'en possède 4. Donc vous venez de voir le premier. On va en faire 3 autres et puis après on fera une autre nation. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est mes débuts, donc soyez indulgents sur la qualité des vidéos. Laissez-moi des commentaires sur le M1 Garand, parce que cette chaîne, encore une fois, est une chaîne dédiée aux collecteurs pour qu'on puisse échanger nos différentes expériences, nos avis et tout. Je ne connais pas tout, je suis là pour apprendre. Et voilà, j'espère que cette chaîne vous plaira. Donc si elle vous plaît, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo dédiée à ma collection sur la Seconde Guerre mondiale. A plus.